Bonjour à tous. Difficile de passer juste après, sachant qu'on a vu un peu beaucoup de choses intéressantes. Et moi, mon propos, ça va être de vous parler de l'IA dans la supply chain, de redescendre un peu dans l'opérationnel et de savoir qu'est-ce qui, puisque c'est l'innovation, c'est intéressant, mais il faut aussi régler des problématiques assez concrètes et assez terrain. D'apporter quelques exemples métiers, ce qu'on a pu faire avec quelques entreprises, mais aussi des exemples qui vont illustrer un peu la vision d'IBM sur ce que va être la supply chain. On l'a vu, les exemples d'avant, donc des optimisations au niveau de chacun des silos, le warehouse, la logistique externe, l'inbound, etc. Ça reste quand même des optimisations avec de la robotisation, avec de l'IA au niveau du silo. Il manque une vision un peu plus globale. Et le constat, on le connaît tous, la supply chain est devenue de plus en plus visible. Ce n'est plus un centre de coût, c'est encore un centre de coût chez certaines entreprises. Et elle est devenue pratiquement gérée par le VP Customer Care parce qu'elle est client-centric chez d'autres entreprises. Le cas de Apple, parce que c'est le client qui décide où il veut être livré, quand, comment, etc. Changer d'avis 2-3 fois pendant le parcours de commande, etc. Et ça, c'est important. Donc, on l'a vu même en France, là, les directeurs supply chain commencent à être visibles de plus en plus, avoir des articles, des interviews, commencent à être visibles aussi par la direction générale, donc ça devient de plus en plus stratégique, parce qu'il y a une prise de conscience que la supply chain est devenue l'épine dorsale. Elle était toujours l'épine dorsale, mais elle est devenue quelque chose de critique pour avoir de la flexibilité pour répondre aux consommateurs. Ça, je vous apprends rien de nouveau, mais c'est un constat. Le consommateur, il décide, il veut ce qu'il veut quand il veut, mais derrière, il faut pouvoir opérer, il faut pouvoir gérer, il faut pouvoir exécuter. Et donc, exécuter, il faut avoir les outils pour exécuter. Donc, la logistique, les entrepôts, les outils, etc. Et lorsqu'on interroge les opérationnels de la supply chain, pour beaucoup, ils disent qu'il leur manque quelque chose. Ils ont fait des optimisations au niveau des processus, il y a des SNOP, il y a des logiciels de plus en plus sophistiqués qui vont gérer des silos particuliers, de la planification, de la prévision, l'orchestration de commandes, le WMS, etc. Mais ça reste des optimisations au niveau des silos. Ce qui leur manque, c'est une visibilité plus générale, plus globale, de bout en bout. Parce que chaque système, même s'il a été optimisé, ça reste optimisé au niveau du silo et il a sa version de la vérité. Quand on met plusieurs silos à côté et qu'on sort des informations, il faut avoir une seule version de la vérité. Ça, c'est un constat qui était partagé même par des patrons de supply chain, d'entreprises qui gagnent des prix au niveau de la supply chain, parce que ça reste toujours un challenge à relever. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que même au niveau des directions IT, ils corroborent aussi, parce qu'ils savent très bien que c'est un peu les premiers impactés lorsqu'il y a des transformations de supply chain. On a parlé de transformation numérique et donc toute la digitalisation qu'il faut mener, les réseaux sous-jacents, etc. Là, on parle de transformation cognitive de la supply chain. Il faut qu'elle soit encore un peu plus intelligente, plus proactive, etc. Eux-mêmes aussi conviennent qu'ils doivent encore augmenter le niveau d'efficacité de l'infrastructure qui est sous-jacente à ça. Quand je dis ça, c'est drivé par des challenges qui sont connus. Donc, on sait tous, la data, la donnée, c'est ce qui prévaut maintenant. Hein. Donc, la valeur cachée dans la donnée, il faut pouvoir la ressortir pour prendre des actions éclairées. Et donc, récupérer cette donnée-là, il faut déjà y avoir accès. Et lorsqu'on y a accès, il faut pouvoir aussi la comparer, la corréler pour avoir une version de la vérité. Parce que lorsqu'on a plusieurs versions, à quoi on va faire confiance ? Comment on va décider ? J'ai un système qui me dit ça, j'ai un autre système qui me dit autre chose. Et donc, c'est un peu le problème qui est vécu par plusieurs d'opérationnels de la supply chain. Donc, des aspects qui sont assez simples, donc la multiplicité des systèmes, des ERP, la diversification et l'extension des réseaux de partenaires, d'écosystèmes. Prend chaque entreprise, elle a de plus en plus d'écosystèmes, encore plus riches, des dropshippers, des partenaires, des sous-traitants de plus en plus étendus. Lorsqu'il y a de l'international, on multiplie encore plus ce réseau par 2, 3, 4, etc. Et ça ajoute de la complexité à la supply chain. Sauf que le client, lui,
il s'en fiche un peu qu'il y ait autant de... Il veut que sa commande arrive au moment où il l'a demandé. Donc, il y a eu une promesse de 2 heures, il faut que ça arrive en 2 heures. Il y a eu une promesse de 1 jour, ça arrive en 1 jour. Que ça soit complexe ou pas, ce n'est pas son problème. Et donc ça rajoute de la complexité et ça permet, ça fait que cette visibilité, elle est de moins en moins évidente pour les supply chain managers. Et donc ça, c'est un vrai souci. Donc, si on revient sur le terrain et qu'on se met dans la peau d'un patron de la supply chain, de quoi on a besoin ? Il y a besoin d'avoir des outils qui vont faire une exécution optimale, de la planification, de la prév, de l'exécution comme il faut, mais il faut aussi prendre de la hauteur et avoir une visibilité un peu plus globale, de bout en bout sur ce qui se passe, tous les flux qui transitent, donc savoir où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'il y a des informations qui viennent se chevaucher, voilà. Pour accélérer les flux, il faut prendre de la hauteur et voir ces flux-là transiter. Et donc, premier point qui est demandé un peu plus par ces patrons de supply chain, c'est d'avoir de la visibilité de bout en bout. J'essaie de ne pas m'attarder sur ces choses-là que vous connaissez, mais c'est toujours intéressant de les rappeler. Mais avoir cette seule version de la vérité, ça paraît évident à tout le monde, mais ce n'est pas évident dans les entreprises lorsque on parle à des patrons de supply chain et qui disent cette entité, elle a sa version, l'autre entité, elle a une autre version, etc. Et ça peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas. Une fois qu'on a cette version-là, il faut prendre des actions. Il y a toujours des aléas dans la supply chain. Tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Un fournisseur qui est en retard, un grain de sable qui vient enrayer la machine, des choses comme ça. Il faut pouvoir être réactif et réagir au niveau de cette supply chain. Là aussi, ça paraît évident. Tout le monde connaît ce qu'il faut faire. Il faut appeler tel fournisseur, il faut se mettre en groupe et régler la situation. Mais sauf que ça prend beaucoup de temps. Et on est encore là dans la contraction du temps. Il faut être agile et réactif. Et troisième point, c'est délivrer l'information à tout le monde. C'est que des experts d'un segment de la supply chain, que ce soit en amont, en aval ou au niveau de l'assemblage, ou peu importe, cette expertise-là, il faut qu'elle soit partagée par tout le monde, parce qu'il ne faut pas se permettre de ne pas avoir quelqu'un lorsqu'il y a une crise. Il est en congé, il est en vacances, il n'est pas là, il est malade, et puis gérer ça de manière autre. Vous allez me dire pourquoi IBM parle de la supply chain et qu'est-ce que fait IBM dans la supply chain. IBM, premier point, c'est qu'on fait de la supply chain depuis que IBM a existé. IBM fait de la supply chain. Donc, IBM fabrique des systèmes, des mainframes, des gros serveurs. Et donc, pour fabriquer des gros serveurs, c'est plusieurs dizaines de milliers de composants qui sont assemblés. Donc, plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs, plusieurs sites, donc une supply chain assez complexe, étendue, et des clients exigeants. Parce que quand on se permet d'acheter des serveurs avec le prix que ça coûte, il faut les délivrer au bon moment, il faut que ça puisse tenir comme il faut. Et donc, IBM, depuis le début, a fait de la supply chain. Et lorsqu'on a commencé donc le deuxième point aussi, c'est que IBM, c'est un peu la maison de Watson, donc le Dr Watson, l'intelligence artificielle qui est nommée Watson chez IBM. Donc Watson, vous l'avez peut-être entendu dans la presse sur la partie santé, sur la partie banque avec Orange Bank, Crédit Mutuel, etc. Donc, mais Watson aussi est entraîné sur d'autres domaines, sur le marketing, sur le commerce, sur la supply chain, parce que c'est une intelligence artificielle. Et on a un credo chez IBM, c'est d'avoir ce qu'on appelle AI for Professionals, donc d'avoir de l'intelligence artificielle au service des professionnels, pour les augmenter à mieux faire leur travail quotidien. C'est toujours eux qui prendront des décisions au final, mais il faut leur préparer les données et leur donner des outils pour pouvoir et des leviers pour pouvoir actionner ces outils-là. Et donc, lorsqu'on parle de IBM Supply Chain et de ce que fait IBM en apportant l'intelligence artificielle dans la supply chain, c'est une expérience propre, vécue. Ça a commencé à l'époque Fukushima, où de la même manière, comme je vous ai dit, supply chain IBM étendue, donc assez critique. Donc Fukushima, on se souvient tous, il y a plusieurs supply chains qui se sont mises à l'arrêt. Et donc c'est à partir de là que la réflexion a commencé à dire comment je peux détecter des signaux faibles, comment je peux réagir lorsqu'il y a des événements qui arrivent, et comment je peux anticiper des petites perturbations, des signaux faibles qui, par effet domino, vont venir impacter ma supply chain. Ça arrive tous les jours.
peut y avoir un petit retard dans un port ou une congestion dans un port ou une assise bloquée ou quoi que ce soit, les camions qui passent par cet endroit-là, ils vont être en retard et donc ça va avoir un effet de boule de neige et va impacter une livraison finale, des clients qui attendent ça depuis un petit moment, un client irrité parce qu'il a déjà eu 2 commandes retardées, donc celle-là, il ne faut pas la rater. Voilà, c'est des petits éléments qui, justement, lorsqu'ils sont mis bout à bout, prennent de l'ampleur. Il y a toujours des exemples assez récents, l'exemple KFC, les exemples H&M avec ses soucis logistiques, des choses comme ça. Mais tout le monde vit ça tous les jours. Et donc, c'est la capacité de réaction et la capacité d'anticipation qui fait qu'on va, je dirais, traiter le problème assez rapidement et apporter de la valeur au client final. Et donc, c'est là où ça a été le début de IBM Supply Chain Insight, de Watson dans la supply chain, de l'intelligence artificielle Watson dans la supply chain, c'était justement sur ce constat-là. Donc, je vais passer rapidement, mais c'est quelque chose qui, sur des cas concrets, on l'a vécu, donc c'est quelque chose qu'on a testé pendant 3 ans chez nous. Vous allez avoir un peu des éléments d'ROI, parce que ce n'est pas quelque chose de phosphoré dans les labs. Tapez IBM Supply Chain ROI, vous aurez quelques métriques de ce qui a été de ce que Watson a apporté à la supply chain d'IBM en termes de coût d'inventaire, coût de stock, coût de expedite shipment, coût de procurement, etc., la rationalisation générée par ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de l'IA dans la supply chain juste pour avoir un aspect innovant ou technologique. Mais il faut que ça puisse avoir un ROI, parce qu'au final, c'est de la marge. Au final, c'est du chiffre d'affaires qui est impacté par cela. Donc, la suite, quelques exemples d'industriels qui ont aussi poursuivi qui ont aussi travaillé avec IBM pour apporter de l'intelligence artificielle dans leur supply chain. C'est toujours de la même manière, sur les 3 axes, avoir une visibilité au niveau global, donc de bout en bout, et avoir la capacité de réagir en détectant des aléas et des signaux faibles. D'accord ? Donc, vous allez me dire, les 2 exemples sont du monde industrie. C'est normal parce qu'on est pragmatique, on vient de l'industrie, donc forcément on parle bien aux industriels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi en France maintenant à beaucoup de retailers, beaucoup de 3PL, beaucoup de 4PL, qui, pareil, ont perçu cette valeur ajoutée de l'IA dans la supply chain. Sur quoi ? Sur toujours les mêmes axes. Avoir de la visibilité globale cross-silo, donc au-dessus de tous ces silos qui, justement, ne discutent pas souvent entre eux, et avoir la capacité de réagir en détectant des aléas, des signaux faibles qui vont impacter cette supply chain. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA, mais juste pour rappeler le contexte de comment Watson intervient dans la supply chain et comment il permet justement de répondre à ces problématiques. On a bien vu la donnée, la multiplicité des sources de données, la multiplicité des acteurs dans l'écosystème de l'entreprise, donc les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants, etc. L'intelligence artificielle, sa première capacité, c'est d'ingérer cette quantité phénoménale de données. Donc, première chose, pouvoir appliquer un raisonnement sur cette quantité phénoménale de données, c'est-à-dire faire des corrélations, détecter des incohérences, détecter des doublons, des choses qui ne vont pas, et sortir ces éléments-là. Et puis après, apprendre, avoir une notion d'apprentissage, justement, au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est un élément important qui, justement, permet d'avoir une supply chain qui va avoir de la valeur et pas juste quelque chose qui... je ne vais pas dénaturer la chose, mais juste une interaction en chatbot. Je fais un chatbot avec un système et puis voilà, je fais de l'IA dans la supply chain. Non, il faut que ça ait un raisonnement encore plus large. Et donc, lorsqu'on parle de l'IA dans la supply chain, il y a plusieurs domaines d'application, dans plusieurs maillons de la supply chain. Ça commence par des interactions en langage naturel, donc pour interroger le système, interroger plusieurs systèmes pour avoir la seule version de la vérité. Avoir cette information tout de suite et y faire attention et lui faire confiance, c'est déjà quelque chose d'énorme. Nous-mêmes, dans notre propre supply chain, plusieurs ERP, on n'a pas toujours les droits d'accéder à telle information, etc. Watson, il a les droits. Je demande
une information, il va collecter, compiler l'information et me donner cette information. Donc déjà, le temps d'accès à cette info, il est primordial. En quelques minutes, j'accède à une information que je vais mettre plusieurs jours à accéder parce qu'il faut demander les droits à telle personne. Ah, il n'est pas dans la time zone que la mienne, il faut attendre, etc. etc. Mais c'est quelque chose d'opérationnel et c'est ça qui est important. Et quand on avance de plus en plus, c'est de pouvoir donner des insights critiques, c'est-à-dire lever des alertes, c'est être en mode conseiller. Et donc là, Watson intervient en mode conseiller. Pourquoi? Parce qu'il ingère cette quantité de données, il ingère ces différentes données qui viennent des différentes sources, il les corrèle, il détecte les dépendances entre les différentes données et il va détecter des aléas, des incohérences, des anomalies qui va faire remonter à la surface. Et ça, c'est pour ce qu'on appelle le professionnel qui va dire attention, il y a telle chose qui ne va pas, il y a un élément qui va venir perturber la chaîne, un retard qui est en dehors de ta supply chain, mais un retard de ton fournisseur de N de rang 2 ou de rang 3, etc. Une congestion au niveau d'un port, une grève annoncée à tel endroit. Voilà, c'est des signaux faibles qui sont détectés, qui sont corrélés avec ce retard-là va avoir un impact sur la livraison finale de mes clients, donc tant de chiffre d'affaires, et voilà comment il faut faire pour pouvoir le régler. Autre élément, donc au-delà de cette notion d'alerte et de visibilité, il faut aussi être capable de réagir et de corriger la situation. Donc là, on parle de la notion de collaboration ou de resolution room, être capable de se mettre tout de suite dans un endroit où on a les bons experts et avoir accès à l'information et donc corriger la situation. Donc, quand il y a un problème au niveau de la supply chain, il faut être réactif assez vite. Quand on détecte une perturbation et qu'il faut agir, il faut se staffer, se mettre autour de la table. On n'est pas toujours à côté, il faut être là et collaborer. Cette collaboration, vous allez me dire, c'est facile, un outil de collaboration. Mais là, il y a Watson qui est dedans, en tant que professionnel aussi. Et c'est là où, justement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on a fait un travail depuis quelques années, donc en partant par notre propre expérience, c'est qu'on a entraîné Watson à la supply chain. Avec l'organisme Apix, ils nous ont même posé la question, est-ce que Watson peut être certifié d'ici fin 2019 ou 2020? Parce que Watson sait parler la supply chain, il sait ce que c'est une commande, une livraison, stock, etc. Et donc, il sait ce que c'est la supply chain dans le monde industriel et on lui apprend aussi dans d'autres domaines, telco, retail, CPG, etc. Et ça, c'est important. C'est pour qu'il puisse être opérationnel tout de suite. Donc, j'ai presque fini. Il me reste, je pense, 2-3 minutes. Et donc, le parcours ou le voyage, ou ce qu'on appelle le journey en anglais, mais c'est plutôt un parcours qui a été commencé par quelques entreprises. Dans certaines sont publiques, d'autres non, donc que ce soit en France ou en Europe ou aux US, c'est de pouvoir, au-delà de la notion d'apporter de la visibilité sur l'information que j'ai dans l'entreprise, donc des données qui transitent dans l'entreprise, mais aussi de pouvoir ingérer des données externes. Les données externes, c'est les news, les météos, les risques financiers, le trafic, etc. Toutes ces sources-là, elles sont impactantes à un moment donné au niveau de la supply chain. D'accord? Mais aussi faire collaborer l'écosystème, les partenaires, les fournisseurs, les faire partie, les faire entrer dans le système pour justement collaborer. Ça, c'est aussi un autre élément. Jusqu'à une automatisation un peu plus fine, où la donnée remonte directement depuis l'IoT, transite par la blockchain et apparaît dans le système qui va être analysé par Watson. Ça, c'est, je dirais, la proposition de valeur globale. Et donc, je vais directement y aller pour justement pas que je puisse manger sur le temps qui m'est imparti. Cette proposition de valeur globale, c'est justement celle-là qui est proposée par IBM. C'est de dire l'intelligence artificielle dans la supply chain, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir accès à la donnée. La donnée, dans les entreprises, on n'y a pas toujours accès. Il y a des systèmes silotés, il y a des guerres politiques, etc. C'est de pouvoir justement accompagner dans une démarche par phase, toute donnée qui est disponible sous n'importe quel format, elle est exploitable. Elle est corrélée avec le reste et elle est après interprétée, elle est intelligible et du coup on en tire le sens qu'il faut. Et donc là, on peut voir l'exemple
des données qui vont venir directement de la source à travers de l'IoT, une plateforme IoT qui va capter ces données-là, des données qui vont venir du réseau, qui soit un réseau à valeur ajoutée EDI classique, mais un réseau blockchain qui va faire circuler ces données-là. De la même manière, tous ces éléments-là sont des sources d'informations que Watson Supply Chain va compiler, corréler pour justement sortir la substantifique moelle de l'information. Un signal faible, je sais que tel impact, l'effet domino. Un petit signal faible, il va avoir un impact jusqu'à arriver sur mes commandes et mes livraisons clients, et donc tant de chiffre d'affaires, et si je ne fais pas ce qu'il faut, je vais avoir des impacts. Et c'est justement ça, la proposition de valeur IBM, avec quelques composants clés qui viennent justement, qui sont infusés par l'IA et qui viennent apporter de la valeur pour apporter cette visibilité globale. Donc ça, c'est en quelques mots, en donnant quelques illustrations et quelques exemples de quelques clients, mais c'est exactement le positionnement qu'on a adopté depuis quelques années et sur lequel on accompagne des clients. Vous allez me dire, tout ça c'est énorme, on en a pour 3 ans pour pouvoir accompagner des clients, mais ce que je n'ai pas dit sur ces 2 exemples-là, et je finis par ça, c'est que Rockwell, 3 semaines pour faire un MVP. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas un projet classique. On n'a pas besoin d'invoquer l'IT, d'avoir les spécifications des API, etc. pour faire juste la donnée, peu importe. En CSV, en Excel, en IDOC, etc. Peu importe. 3 semaines pour avoir un MVP. Les nouveaux, 5 semaines. Donc un use case, des données, et Watson, il s'entraîne pendant quelques semaines, et c'est délivré au client qui teste lui-même. Qui teste, qui pose des questions, et qui voit la progression de Watson au fur et à mesure, qui prend de la pertinence et qui lui répond de plus en plus de manière précise. Un peu comme un Watson qui est diplômé d'une école de supply chain et qui, au fur et à mesure du temps qu'il passe dans une entreprise, il apprend comment fonctionne l'entreprise et il répond de plus en plus de manière percutante. C'est de la même manière et c'est cette échelle de temps qu'on propose justement aux clients pour arriver concrètement à ce qu'on appelle la time to value. C'est arriver directement à proposer de la valeur et donc à un ROI et pas des projets à effet tunnel. Voilà. Merci Yacine. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions parmi vous? Moi, je vais vous en poser une. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait déjà des questions déjà dans la salle? Donc, je vais vous en poser une. Sur la première qui est difficile. Là, vous avez parlé de projet quand même en 3 semaines, en 5 semaines. Ça paraît improbable, incroyable, extraordinaire, très excitant même. C'est quel type de données? On va vous donner quoi? Du fichier Excel? Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Qu'est-ce qu'on doit vous donner? C'est en gros, s'il y a des personnes. Oui. Qu'est-ce qu'on doit vous... C'est important que je puisse dire ça avec ce support qui est en dessous. C'est lorsqu'on parle de Watson dans la supply chain et de pouvoir ingérer, donc récupérer les types de données, ces types de données, elles peuvent venir de n'importe où. Donc, on peut se focaliser sur la partie MRP, sur la partie inbound, sur la partie warehousing, etc. Là où il y a de la donnée, peu importe comment elle est disponible, des CSV, des API, donc l'essentiel c'est d'avoir cette donnée-là. Il y a une quantité minimale quand même. Il y a une quantité minimale, c'est pour justement faire parler des données, il faut qu'il y ait des données déjà. Donc c'est pour ça. La 3 semaines, ça paraît que je vous dis impressionnant quand même. Justement, 3 semaines, il y a une préparation avec le client pour savoir quel est le use case qui a du sens pour lui et qui est le plus simple à réaliser. Le but, c'est pas de partir sur des choses compliquées à réaliser, mais trouver un use case où on a accès à la donnée facilement, où il y a de la valeur. C'est-à-dire que lorsqu'on va présenter le case au board, que ça puisse apporter déjà un ROI. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est une démarche de coopération avec le client. Évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une question. Moi, il y a une question, même parfois, que je pose depuis plus de 20 ans aux clients. En fait, et là, ça en répond en partie, parce que c'est beaucoup de données, parfois qu'elles sont complètement hétérogènes, rien à voir les unes avec les autres, et on en fait quelque chose. Je pose souvent la question, qu'est-ce qui vous manque? Parfois, même la question, elle est même plus importante que la réponse, même maintenant, je m'aperçois, mais qu'est-ce qui vous manque? Et quand on essaie de penser à ça, on a peut-être un début de solution, parce qu'on peut trouver tout un tas de données. On peut tout donner, finalement. Et après, vous vous débrouillez. Après, il y a un client qui nous a donné, je ne sais pas combien de terras de données, et qui a dit prenez ça, vous faites ce qui va avec. C'est simple comme réunion, vous donnez un disque dur et hop, ça y est. Oui, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de
trouver là où il y a de la valeur, c'est justement de segmenter. Et c'est pour ça que ce travail il est fait avec le client, justement. Très bien. Vous n'avez pas de questions? Ah. Oui. Oui, donc c'est une très bonne question et c'est le point justement sur lequel on travaille lorsque on parle de Watson à gérer les données, c'est que Watson doit d'abord comprendre l'industrie. Donc comprendre l'industrie, une fois qu'il a un recul sur une industrie donnée, bah, il ne faut pas aussi divulguer des choses qui ont été faites pour un client ailleurs. Donc il y a un minimum de cloisonnement qu'il faut opérer. Il y a une connaissance de l'industrie, c'est pour ça qu'on ne s'est pas éparpillé et que d'abord on s'est focalisé depuis 1 an sur l'industrie manuf parce qu'on vient de ça, que les premiers clients aussi, ça leur a parlé et que depuis quelques mois, là on est sur du CPG, sur du retail et sur du telco parce que là aussi les clients ont demandé ça et que Watson est en train d'être je dirais, éduqué, entraîné sur ces industries-là. Après, au fur et à mesure des situations qu'il va gérer, il va être capable justement de donner des what if, des prévisions, jusqu'à devenir ce qu'on appelle un trusted advisor, c'est-à-dire lui donner des prescriptions, dire il faut faire ça, ça et ça, ce qu'on appelle un playbook. C'est ce qu'on est arrivé à faire au sein de notre supply chain, c'est que lorsqu'il y a une situation, il y a un playbook. Il faut aller d'abord faire ça. Si vous ne trouvez pas, il faut faire ça. Si vous ne trouvez pas, il faut faire ça. Tac, tac, tac. Et du coup, même quelqu'un de nouveau dans l'entité, il suit facilement ce playbook-là. Ok, merci Yacine. Merci à vous. On va voir bientôt.